Bienvenue, chers auditeurs, à notre Deep Dive, entièrement en français. Oh, Cette exploration est pour vous, oui, passionnés de la gestion des connaissances personnelles. absolument. Imaginez transformer la surcharge d'informations en un doux précieux. Hmm, C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui, Oui, en puisant dans des sources riches en conseils pratiques, d'accord. anecdotes personnelles et réflexions profondes. Absolument, on va plonger ensemble dans l'univers du second cerveau, un Mhm. concept révolutionnaire qui vous permettra de capturer, Oui. organiser et exploiter au mieux vos connaissances. Dites-moi en plus sur ce second cerveau. Oui, Est-ce que c'est simplement une façon sophistiquée de parler de prise de notes? c'est bien plus que cela. Ah, Imaginez une extension de votre esprit, oui. un allié numérique qui travaille en coulisses pour vous libérer de la charge mentale de tout retenir. Tiago Forte, Oui. un pionnier de ce concept, décrit dans son livre « Construire un second cerveau » comment il a commencé à utiliser la prise de notes pour gérer des problèmes de santé assez sérieux. Ah, Il souffrait de douleurs chroniques et a découvert que documenter ses symptômes, ses recherches et ses réflexions l'aidait à mieux comprendre et gérer sa condition. c'est incroyable. Utiliser la prise de notes, non seulement pour le travail, mais aussi pour mieux comprendre sa propre santé. Oui, On voit bien là tout le potentiel du second cerveau. tout à fait. Mais est-ce que ça reste cantonné à des applications personnelles ou peut-on l'appliquer à d'autres domaines de la vie? Tiago a justement appliqué ce système à son travail d'enseignant en Argentine. Ah oui? Figurez-vous qu'il utilisait ces notes pour créer des leçons captivantes et innovantes pour ses élèves. Un véritable réservoir d'idées, d'exemples et d'histoires prêts à être utilisés pour enrichir ses cours et ses interactions avec ses élèves. Alors on peut dire que le second cerveau, c'est comme un assistant personnel qui nous aide à organiser nos pensées et à mieux utiliser ce que l'on sait. Exactement. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. D'accord? Mais avant d'aller plus loin, il est important de se poser une question essentielle. Oui. Est-ce que cette focalisation sur l'organisation des connaissances, sur la productivité, ne risque pas de nous éloigner de notre essence, de notre cœur? C'est une question qui me trotte aussi dans la tête. Oui. On a parfois l'impression de courir après l'efficacité au risque de perdre de vue l'essentiel. Le cœur, un goulet d'étranglement, un des textes que nous allons explorer, Oui. nous rappelle justement l'importance de l'intelligence émotionnelle et du développement personnel dans toute démarche de gestion des connaissances. D'accord. Avoir le meilleur système du monde ne servira à rien si on n'est pas prêt émotionnellement à gérer l'information. C'est une perspective intéressante. Oui. On a souvent tendance à penser que la gestion des connaissances est une affaire de technique et d'outils. Oui. Mais vous semblez dire qu'il y a aussi une dimension humaine, émotionnelle, qui est tout aussi importante. Tout à fait. Et c'est là que la philosophie du servant hédonisme développée par Tiago Forte entre en jeu. Imaginez une approche qui met le plaisir et l'épanouissement personnel au service des autres comme un moteur pour avoir un impact positif sur le monde. Servant hédonisme. Voilà un concept qui pique ma curiosité. Pourriez-vous nous en dire plus? Comment concilier plaisir personnel et service aux autres? Tiago Forte illustre cette idée avec une anecdote captivante, Oui. tirée de son expérience lors d'une retraite vipassana, D'accord. racontée dans Design Your Work. Il y a découvert un lien profond entre la pleine conscience et la guérison. Cette expérience a eu un impact si profond sur lui qu'elle a transformé sa perception du monde et aiguisé ses sens. Imaginez atteindre un niveau de conscience où chaque sensation, chaque perception est vécue avec une intensité nouvelle. C'est fascinant. On sent bien que cette expérience l'a profondément marqué. Oui. Mais comment est-ce que ça se traduit concrètement dans sa philosophie du servant hédonisme? Pour Tiago, le plaisir et l'épanouissement personnel ne sont pas des fins en soi, mais des moyens de se mettre au service des autres et de contribuer à un monde meilleur. C'est en nourrissant notre propre joie et notre épanouissement que nous devenons plus aptes à donner aux autres, à partager nos talents et à créer un impact positif. D'accord, je comprends mieux. Ce n'est pas une question d'égoïsme, mais plutôt de cultiver sa propre énergie positive pour la mettre au service d'une cause plus grande. Exactement. Et cette idée nous amène à un autre défi majeur de notre époque, Oui. l'apocalypse informationnelle. Nous sommes constamment bombardés d'informations à tel point qu'il devient difficile de s'y retrouver. Dans Ways of Knowing, Tiago Forte nous met en garde contre cette avalanche d'informations qui peut vite nous submerger. Ah oui, l'apocalypse informationnelle. Je ressens cela au quotidien. On a l'impression de devoir constamment être à jour, de tout lire, de tout savoir. Et au final, on se sent souvent dépassé. C'est un sentiment partagé par beaucoup. Face à ce déluge, il est crucial de mettre en place des stratégies efficaces pour trier, organiser et donner du sens à ce flot incessant. C'est là que la méthode PARA entre en jeu. Para, de quoi s'agit-il?
PARA est l'acronyme de Projet Air Resource Archives. C'est un système simple mais puissant pour organiser l'information numérique. Oui. Un peu comme un guide pour ranger chaque information à ta place et la retrouver facilement. Concrètement, comment ça fonctionne? J'avoue que j'ai du mal à visualiser comment on peut organiser toute l'information que l'on reçoit avec un système aussi simple. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez pour projet de créer un site web. Oui. Ce projet serait classé dans la catégorie projet, car il a un objectif clair et une durée limitée. D'accord. En revanche, votre intérêt général pour le web design serait classé dans la catégorie R, car c'est un domaine de responsabilité plus large et à long terme. D'accord, je vois la distinction. Et les tutoriels que je consulterai pour créer mon site web, où est-ce qu'ils iraient? Ce seraient des ressources, car ce sont des informations qui vous aident à réaliser votre projet. Et une fois que vous avez terminé votre site web, les anciennes versions que vous ne modifiez plus seraient archivées dans la catégorie Archive. C'est plutôt clair. On a donc 4 catégories, projet R, ressources et archive. Chaque information trouve sa place dans l'une de ces catégories. Mais comment est-ce que ça s'articule avec le concept de second cerveau? Est-ce que ce sont deux systèmes distincts? Pas du tout. En fait, ils fonctionnent en symbiose. La méthode PARA fournit la structure, le squelette. D'accord. Tandis que votre second cerveau est l'écosystème vivant d'idées qui s'y développe. C'est une image parlante. La méthode PARA est le terrain fertile et le second cerveau, les plantes qui poussent nourries par l'information. Exactement. Et pour mettre en place PARA, le livre de PARA Method nous donne conseils précieux. Il est essentiel de créer une boîte de réception, un espace où l'on capture toutes les informations entrantes avant de les trier et de les organiser lors d'une revue hebdomadaire. C'est une approche méthodique qui semble assez facile à implémenter. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer trop de temps à organiser l'information au détriment de la création? C'est une excellente question et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. D'accord. Comment PARA et le second cerveau peuvent non seulement nous aider à organiser nos connaissances, mais aussi à libérer notre créativité. Alors comment PARA et le second cerveau peuvent-ils nous aider à libérer notre créativité? J'ai souvent l'impression que la gestion de l'information prend le pas sur l'acte même de créer. Vous avez raison de souligner ce point. Oui. La clé est de passer d'une posture de consommateur passif à celle de créateur actif. D'accord. Dans le cœur, un goulet d'étranglement, on nous encourage à interagir avec le contenu, à le transformer, à le faire nôtre. C'est l'idée de ne pas simplement absorber l'information, mais de la digérer et de la ruminer pour en extraire la substantifique moelle et la transformer en quelque chose de nouveau. Précisément. Tiago Forte utilise une métaphore culinaire dans construire un second cerveau. La cuisson à l'étouffée. Plutôt que de chercher l'inspiration dans des éclairs de génie fugace, il s'agit de laisser mijoter les idées, de les nourrir patiemment pour qu'elles se développent et se transforment en quelque chose d'unique. Ah oui, cuisson à l'étouffée. Oui. C'est une image qui part à l'imagination. On visualise bien ce processus de maturation lente où les idées se mélangent, s'enrichissent mutuellement jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être servies. Exactement. Et pour accélérer ce processus créatif, Oui. Le cœur, un goulet d'étranglement, nous encourage à apprendre et échouer en public. D'accord. Partager nos expériences, nos erreurs, nos questionnements, c'est non seulement une façon d'accélérer notre apprentissage, mais aussi de créer des connexions enrichissantes avec d'autres personnes. Apprendre et échouer en public, c'est un concept qui met un peu mal à l'aise, je dois l'avouer. Oui. On a souvent peur du jugement des autres, de passer pour un incompétent. Comment surmonter cette peur? C'est une réaction tout à fait naturelle. Oui. Mais il faut voir cela comme une opportunité de sortir de sa zone de confort, d'embrasser la vulnérabilité et de transformer ses erreurs en véritable opportunité d'apprentissage. D'accord. Et puis en partageant nos expériences, on se rend compte qu'on n'est pas seul à faire des erreurs, que tout le monde apprend en chemin. Vous avez raison, en fin de compte, c'est en osant se montrer vulnérable que l'on crée des connexions authentiques et que l'on apprend le plus. Absolument. Oui. Tiago Forte partage d'ailleurs une expérience personnelle dans le cœur, un goulet d'étranglement. Ah oui. Sa collaboration avec une assistante virtuelle, il souligne l'importance d'une communication claire. Oui. De l'utilisation d'outils partagés comme les gestionnaires de mots de passe et de la délégation de tâches variées. C'est un exemple concret de la façon dont la collaboration, même à distance, peut être un puissant levier de créativité et de productivité. C'est un excellent exemple. On voit bien comment la collaboration peut nous aider à sortir de notre isolement et à multiplier nos forces. Et pour conclure notre exploration, j'aimerais vous parler d'un concept fascinant. Oui. La cognition étendue. Imaginez que votre esprit ne soit pas limité à votre cerveau, mais qu'il puisse s'étendre à vos outils, votre environnement, vos interactions. La cognition étendue. Oui. C'est une idée intrigante. On a tendance à penser que notre esprit est confiné à l'intérieur de notre crâne.
Pourriez-vous nous en dire plus? Avec plaisir. Dans Extend Your Mind et Ways of Knowing, on nous invite à reconsidérer cette vision. D'accord. Des exemples historiques comme les Commonplace Books du siècle des Lumières ou la méthode Zettelkasten du sociologue Niklas Luhmann illustrent cette idée. Les Commonplace Books, qu'est-ce que c'est? C'était des carnets dans lesquels les érudits du siècle des Lumières notaient des citations, des idées, des observations qui les inspiraient. Un peu comme un ancêtre du second cerveau en quelque sorte. Ah oui, je comprends. C'est une façon de s'approprier les idées des autres et de les intégrer à sa propre réflexion. Exactement. Et la méthode Zettelkasten développée par Niklas Luhmann est encore plus fascinante. Oui. C'est un système de prise de notes et d'organisation de l'information qui lui a permis d'écrire plus de 70 livres et 400 articles tout au long de sa carrière. Impressionnant, il devait avoir un second cerveau surdéveloppé. On peut le dire. Oui. Et que dire des carnets de Léonard de Vinci remplis de dessins d'observation d'invention. Un témoignage extraordinaire de la façon dont notre esprit peut s'étendre à travers nos créations. C'est une source d'inspiration incroyable. On imagine Léonard de Vinci griffonnant des idées, des schémas, des réflexions dans ses carnets, nourrissant ainsi son génie créatif. Et si votre second cerveau devenait lui aussi un collaborateur actif dans votre processus de réflexion? Oui. Si vous aidez à connecter des idées, à faire émerger de nouvelles perspectives, à donner vie à vos projets les plus audacieux. C'est une perspective exaltante. En construisant un second cerveau, on se dote d'un allié précieux pour explorer les territoires inconnus de notre créativité et donner forme à nos aspirations les plus profondes. C'est précisément ce que nous vous invitons à faire, chers auditeurs. Commencez dès aujourd'hui à construire votre second cerveau, explorez les méthodes et les outils qui vous inspirent et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos découvertes avec la communauté. Merci beaucoup pour cette exploration passionnante. J'espère que ce deep dive aura inspiré nos auditeurs et leur aura donné envie de se lancer dans l'aventure du second cerveau. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles plongées dans l'univers fascinant de la gestion des connaissances personnelles.